Bien, Bruce Willis est passé l'autre jour. Bruce Willis, vous savez. Bruce Willis. Bruce Willis. Oh non, vous êtes tellement cool. Vous savez, vous étiez vraiment cool. Bruce Willis a emménagé dans une maison de retraite le 15 août 2025. Sa famille dépensait 200 000 $ par an juste pour le garder en sécurité. L'homme qui autrefois criait par-dessus les explosions dans Piège de cristal ne peut plus parler. Mais ce n'est pas le pire. Emma a révélé quelque chose qu'elle a gardé caché pendant des années. Elle pensait que Bruce était juste distant. Elle n'avait aucune idée que son cerveau était en train de mourir lentement. La maladie le lui volait bien avant que quiconque ne le sache. Ce que sa famille a découvert vous brisera le cœur. Bruce Willis est né le 19 mars 1955 dans une petite ville d'Allemagne de l'Ouest appelée Idar Oberstein. Son père était un soldat américain stationné là-bas après la guerre et sa mère était une Allemande de Kassel. Dès le début, le monde de Bruce était divisé entre deux cultures. Il vivait sur une base militaire entouré des fantômes d'une guerre récente, pris entre la discipline américaine et les traditions allemandes. Mais quand il n'avait que 2 ans, tout a changé. En 1957, son père a quitté l'armée et toute la famille a traversé l'océan pour le New Jersey. Soudain, Bruce n'était plus le garçon d'Allemagne. Il était juste un autre enfant dans un quartier américain difficile, entouré d'ouvriers d'usine et de familles en difficulté. Son père travaillait le métal et sa mère acceptait de petits boulots dans des banques. Il n'avait pas grand-chose et Bruce avait l'impression de ne pas avoir sa place nulle part. Au fur et à mesure que les années 1960 arrivaient, quelque chose a commencé à le troubler profondément. Vers l'âge de 6 ans, Bruce a développé un bégaiement douloureux. Les mots restaient bas, bloqués dans sa gorge. Il essayait de parler et rien ne sortait correctement. Les enfants se moquaient de lui et lui ont donné un surnom cruel, Bok Bok. Il essayait de se défendre avec ses poings, frappant sauvagement juste pour se défendre. Mais la honte de ne pas pouvoir parler clairement le hantait. Parfois, il lui fallait des minutes juste pour sortir une phrase. Cela a brisé sa confiance. À l'âge de 10 ans, l'école était déjà devenue un champ de bataille. Le bégaiement ne faisait pas que blesser, il l'isolait. Le lycée aurait pu être le point de rupture. Il séchait les cours juste pour éviter d'être interrogé. Il faisait des farces pour distraire les gens de son discours. Mais un jour, au début des années 1970, vers l'âge de 15 ans, il a tenté sa chance et a rejoint le club de théâtre et quelque chose d'incroyable s'est produit. Au moment où il est monté sur scène et a lu des répliques, le bégaiement a disparu. C'était comme par magie. Il pouvait parler couramment, clairement, sans crainte. Pour la première fois, les gens écoutaient. Les professeurs étaient stupéfaits. Bruce a réalisé que lorsqu'il devenait quelqu'un d'autre, les mots venaient librement. Le théâtre lui a rendu sa voix. Cette découverte a tout changé. En 1973, il était devenu le président du conseil des étudiants. Même si certains enfants se moquaient encore de lui, il s'en fichait. Il avait trouvé quelque chose qui le faisait se sentir vivant. Et en 1975, alors qu'il étudiait le théâtre à l'Université d'État de Montclair, 2 professeurs lui ont fait suivre une orthophonie qui l'a encore plus aidé. Mais en 1977, Bruce en avait assez de l'école. Il a abandonné et a déménagé directement à New York, déterminé à poursuivre quelque chose de plus grand. Sans argent et sans contact, il a travaillé de longues heures comme barman juste pour survivre. Parfois, il devait dormir sur des canapés ou dans de minuscules appartements. Mais il faisait rire les gens. Il allait au travail en patin. Il jouait de l'harmonica pour le pourboire. Il a transformé le bar en scène. Ces années ont été chaotiques et difficiles. Il a essuyé plus d'une centaine de refus au cours de sa première année. Mais petit à petit, il a commencé à décrocher des rôles dans des spectacles off-Broadway. Son premier vrai rôle est arrivé en 1967 dans une pièce intitulée Heaven and Earth. Même si l'argent était rare et le refus constant, il a continué. Parfois, il devait dormir sur des bancs quand les choses allaient mal. Mais les gens ont commencé à le remarquer.
Il a obtenu de petits rôles dans des publicités, des petits rôles dans des films et finalement, en 1980, une brève scène avec Frank Sinatra. Mais un soir, alors qu'il était barman, il s'est battu en essayant de protéger quelqu'un. Son nez a été gravement cassé. Il a eu besoin d'une chirurgie d'urgence. Les médecins ont averti que la blessure pourrait affecter sa voix, mais il s'est rétabli. Il est revenu plus fort. La cicatrice est restée et elle lui a donné un certain avantage. À l'époque, personne ne savait qu'il deviendrait l'une des plus grandes stars de films d'action au monde. Mais dans ces petits bars new-yorkais en difficulté, il a construit quelque chose de plus fort que la gloire. Il a noué des amitiés qui allaient durer des décennies. Il a rencontré John Goodman derrière le comptoir de Chelsea Central et ensemble, ils ont joué des pièces improvisées sauvages qui ont stupéfié de petits publics. Ils étaient fauchés, ne gagnant que quelques dollars par semaine, mais la passion était réelle. Ils travaillaient sans script. Ils criaient, pleuraient et se jetaient dans chaque instant. Ces performances brutes ont aiguisé le timing de Bruce et lui ont donné l'énergie qui allait un jour électriser les écrans de cinéma. Puis, en 1985, tout a changé. Bruce s'est présenté à une audition pour une nouvelle émission de télévision intitulée Clair de lune. Environ 3000 acteurs voulaient le rôle, y compris des stars de la radio et des artistes formés. ABC a rejeté Bruce 11 fois, mais il est revenu une dernière fois avec le crâne rasé, des boucles d'oreilles et une attitude qui ne pouvait être ignorée. Il a improvisé ses lignes et a fait rire les producteurs. Soudain, l'outsider avec le bégaiement était celui qu'il voulait. Clair de lune a été diffusé le 3 mars 1945 et Bruce Willis est devenu une star du jour au lendemain. L'émission était chaotique et coûteuse. Il fallait 2 fois plus de temps pour filmer que la plupart des émissions. Les épisodes duraient 120 pages, mais le charme, la vitesse et l'imprévisibilité de Bruce en ont fait une sensation. Il s'est souvent heurté à sa co-vedette, Sybil Shepherd. En 1986, les tensions sur le plateau étaient à leur comble. Ils se disputaient, se lançaient des piques avant les scènes et refusaient parfois de se parler hors caméra. La pression est devenue si forte que Bruce s'est effondré d'épuisement en 1988 et a dû être hospitalisé. Les scénarios ont été retardés, les codes d'écoute ont chuté, mais le feu entre eux a continué de captiver les fans. Dans les coulisses, Bruce s'épuisait, mais devant la caméra, il était magnétique. Pendant que tout cela se passait, Bruce a choqué tout le monde en sortant un album de musique intitulé The Return of Bruno en janvier 1987. Personne ne s'attendait à ce qu'une star de la télévision atteigne le sommet des charts, mais il l'a fait. L'album a été certifié or, avec un demi-million de ventes. Il a même atteint la 2e place au Royaume-Uni. Les critiques ont levé les yeux au ciel, mais les fans s'en fichaient. Bruce a chanté avec des légendes de la soul et en a fait quelque chose d'inoubliable. C'était étrange, audacieux et amusant, tout comme lui. Mais le travail acharné commençait à peser. Filmant des épisodes de Clair de lune qui coûtaient plus d'1 million de dollars chacun, Bruce a été poussé à bout. La grossesse de sa co-vedette en 1987 a causé plus de retard et une importante grève des scénaristes en 1988 a failli arrêter l'émission pour de bon. Le 14 mai 1949, l'émission a finalement pris fin. Bruce avait tout donné. À ce moment-là, son nom résonnait déjà à Hollywood. Son salaire à la télévision était monté en flèche à 50 000 $ par épisode, un bond de géant par rapport au contrat à 1 500 $ avec lesquels il avait commencé. À l'époque, Bruce Willis n'était pas censé être la star. Il était surtout connu comme le gars charmant de Clair de lune, et personne ne s'attendait à ce qu'il décroche le rôle principal dans un grand film d'action. Mais par un étrange coup du sort, un scénario intitulé Piège de cristal se frayait un chemin à travers Hollywood à la fin des années 1980. De grands noms comme Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone l'avaient déjà refusé. Même Frank Sinatra a été sollicité, car l'histoire était techniquement une suite de quelque chose dans lequel il avait joué des décennies plus tôt. Il a également refusé. Et puis,
Sorti de nulle part, Bruce Willis a reçu l'offre. Ce qui a choqué tout le monde, ce n'est pas seulement qu'il ait été choisi, mais que le studio était prêt à le payer 5 millions de dollars. C'était le genre d'argent réservé aux superstars comme Dustin Hoffman ou Robert Redford. Les gens de l'industrie pensaient que le studio avait perdu la tête. Le tournage a commencé fin 1997 et la plupart a été tourné à l'intérieur du Fox Plaza à Los Angeles. Au moment où le film était sorti, le 15 juillet 1988, personne n'avait la moindre idée qu'il exploserait comme il l'a fait. Il a rapporté plus de 140 millions de dollars dans le monde et a transformé Bruce Willis en un véritable héros de film d'action. Mais il y avait un prix à payer. Pendant l'une des nombreuses cascades explosives, une forte détonation s'est produite trop près de lui, causant une perte auditive partielle permanente à son oreille gauche. Il l'a gardé secret à l'époque afin de ne pas interrompre la production. Mais des années plus tard, il a été révélé que les dommages n'avaient jamais complètement guéri et qu'ils faisaient partie des problèmes de santé qui l'ont suivi dans les années 2000. Pourtant, cette énergie brute et accessible qu'il a apportée à John McClane a tout changé. Il ne ressemblait pas à un super-héros. Il ressemblait à un gars ordinaire pris dans une situation impossible, et les gens l'ont aimé pour ça. À peine un an plus tard, Bruce a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a accepté de faire la voix d'un bébé qui parle dans un film intitulé « Allô maman, ici bébé ». Cela ressemblait à une blague, mais la surprise n'était pas seulement l'idée. C'était ce qu'il a gagné. Pour seulement 4 jours. Travail vocal, il a empoché 10 millions de dollars. La raison, un accord intelligent qui lui a donné une part des bénéfices. Le film lui-même a été réalisé pour moins de 10 millions de dollars, mais a fini par rapporter près de 300 millions de dollars dans le monde. Sa voix, pleine de charme et de sarcasme, est devenue un succès auprès des familles du monde entier. Le film s'est transformé en une franchise et il a obtenu 10 millions de dollars supplémentaires pour la suite. Tout le monde a commencé à réaliser qu'il n'était pas seulement chanceux, il était aussi intelligent. Puis, il a essayé quelque chose de totalement différent. En septembre 1939, est sorti Mort un dimanche de guerre. C'était une histoire lente et émouvante sur un vétéran du Vietnam vivant dans une ville tranquille. Bruce s'est laissé pousser la moustache et a joué le rôle avec une douleur silencieuse. Son propre père avait combattu pendant la guerre de Corée, et peut-être que cela a rendu la performance plus réelle. Les critiques ont aimé. Roger Ebert lui a donné 3 étoiles, mais le public n'est pas venu. Le film n'a rapporté que quelques millions de dollars. Pourtant, cela a montré que Bruce n'avait pas peur de prendre des risques, même si cela signifiait renoncer à un autre succès. En 1990, il était de retour en mode action à part entière. Piège de cristal 2 a frappé les cinémas le 4 juillet. Cette fois, Bruce connaissait sa valeur. Il a obtenu 7,5 millions de dollars d'avance et une part des bénéfices. Le film a rapporté plus de 240 millions de dollars dans le monde, encore plus que l'original. Dans les coulisses, il s'est heurté au réalisateur au sujet du réalisme. Il ne voulait pas de cascades de dessins animés. Il voulait que le danger soit réel. Cet état d'esprit, se soucier des petites choses, a continué à faire avancer sa carrière. Et au moment où le 3e film est sorti, en 1995, son salaire était passé à 15 millions de dollars. Mais tout ce qu'il a touché ne s'est pas transformé en or. La suite de Allô maman, ici bébé, sortie fin 1990, a fait un flop. Elle n'a rapporté que 47 millions de dollars et a été démolie par les critiques. Bruce avait enregistré toutes ces lignes en seulement 3 jours et il a admis plus tard que le scénario n'était pas prêt. Il a même poursuivi le producteur, affirmant qu'il lui devait une part de 2 millions de dollars sur les bénéfices. Mais l'affaire a été rejetée. C'était un rappel que l'argent rapide ne signifiait pas toujours un succès durable. Puis vint un tournant. En 1994, Pulp Fiction est arrivé. Quentin Tarantino a choisi Bruce comme Butch, un boxeur qui refuse de truquer un combat. Le film n'a pas seulement relancé sa carrière, il a fait que les gens le voient sous un nouveau jour.
Courageux, réel, prêt à prendre des risques. Il n'a gagné que 800 000 $ pour le rôle, bien moins que son cachet habituel. Mais il s'en fichait. Il s'agissait de l'histoire. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars et a remporté un Oscar pour le meilleur scénario original. Et bien que Bruce n'ait pas été nominé, les gens ont finalement commencé à le prendre au sérieux comme plus qu'un simple gars de film d'action. L'année suivante, il a redoublé d'efforts. Dans l'Armée des 12 singes, sorti fin 1945, il a joué un homme brisé d'un futur post-apocalyptique. Il a perdu 20 livres pour le rôle. Il a visité des hôpitaux psychiatriques pour se préparer. Et pendant le tournage, il s'est fracturé l'épaule en faisant une cascade. Pourtant, il a continué. Le film a rapporté plus de 160 millions de dollars et a obtenu 2 nominations aux Oscars. Encore une fois, pas de nomination pour Bruce, mais personne ne pouvait nier à quel point il s'était investi pour le rôle. En 1997, il a de nouveau surpris tout le monde avec Le Cinquième élément. C'était sauvage, futuriste, rempli de couleurs et de chaos. Bruce a joué un chauffeur de taxi qui devient le dernier espoir de la Terre. Le film a coûté près de 90 millions de dollars, un record à l'époque, et il a rapporté plus de 260 millions de dollars. Bruce a fait ses propres cascades. Il portait des gilets orange moulants qu'il détestait. Mais d'une manière ou d'une autre, tout a fonctionné. Le film est devenu un classique culte. Puis, vint 1998, où Bruce a mené le grand film catastrophe Armageddon. Il a joué Harry Stamper, un foreur pétrolier dur à cuire envoyé pour empêcher un astéroïde de détruire la Terre. Le film, sorti le 1er juillet, a rapporté plus de 553 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année. Mais les choses dans les coulisses étaient difficiles. Bruce s'est battu avec le réalisateur Michael Bay au sujet des scènes qui ont été coupées, en particulier les moments familiaux émotionnels. Il s'est également disputé avec le producteur Jerry Bruckheimer et a dit plus tard que le tournage était misérable. Pourtant, Bruce a improvisé l'une des scènes les plus émouvantes du film, les adieux larmoyants, qui ont aidé le film à entrer en contact avec le public. Malgré 4 nominations aux Oscars pour le film, Bruce a obtenu un Razzie pour le pire acteur en 1999. Une étrange tournure pour un si grand succès. En 1987, la vie personnelle de Bruce a également fait les manchettes. Il a rencontré Demi Moore en juillet lors d'une projection de film alors qu'elle était encore fiancée à Emilio Estevez. Mais à peine 4 mois plus tard, le 21 novembre 1987, Bruce et Demi se sont mariés à Las Vegas. Demi a déclaré plus tard que le mariage n'était même pas prévu. Ils étaient en route pour Las Vegas lorsque Bruce a suggéré qu'ils se marient. 1 mois plus tard, ils ont organisé une cérémonie appropriée avec environ 100 invités, dont Little Richard en tant qu'officiant. Le mariage soudain a coûté moins de 1 000 $, mais a marqué le début d'une relation puissante à Hollywood. Les gens ont bavardé que Demi était enceinte avant le mariage, mais leur première fille, Rumor, est née exactement 9 mois plus tard, en août 1948. Bruce et Demi sont devenus parents de 3 filles. Rumor en 1988, Scout en 1991 et Talela en 1984. Ils ont essayé d'équilibrer le travail et la famille en se relayant pour les rôles au cinéma, mais la gloire a apporté du stress. Demi a gagné un record de 12,25 millions de dollars pour Striptease en 1996, mais des rumeurs d'affaires ont commencé à entourer les deux. Bruce a été lié à des mannequins et Demi à ses co-stars. En 1995, Bruce aurait quitté un plateau de tournage après une dispute. Même s'ils sont restés ensemble publiquement, les dégâts grandissaient déjà dans les coulisses. En 1998, après 11 ans de mariage, Bruce et Demi se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en octobre 2000. La rupture semblait pacifique en surface, mais ils se sont battus à huis clos pour leur fortune de 200 millions de dollars.
Bruce a versé à Demi jusqu'à 90 millions de dollars, l'un des divorces les plus chers d'Hollywood. Ils ont également dû régler la garde de leur fille. Bruce a déclaré à Rolling Stone qu'ils étaient restés amis pour les enfants, mais des sources ont déclaré que ce n'était pas facile. Demi a gardé le ranch de l'Idaho où elle a élevé les filles. À l'époque, Bruce profitait toujours du succès d'Armageddon, mais le divorce a montré que même les plus grandes stars avaient des douleurs personnelles derrière la gloire. Étonnamment, les deux sont restés proches même après le divorce. Demi était au mariage de Bruce avec Emma Heming en 2009. Et en 2019, lorsque Bruce et Emma ont renouvelé leurs vœux, Demi s'est jointe à la célébration familiale. Ils ont même passé le confinement de 2020 ensemble dans l'Idaho avec tous les enfants et ont partagé des photos joyeuses. Demi a ensuite soutenu Bruce après son diagnostic d'aphasie en 2022 et la nouvelle de démence frontotemporale en 2023. La famille recomposée est restée forte, montrant au monde que l'amour ne se termine pas toujours avec le mariage. L'un des moments les plus sombres du passé de Bruce est survenu en 1992 lorsqu'une femme a affirmé qu'il avait engendré son enfant lors d'une aventure d'un soir en 1991. Elle l'a traîné devant les tribunaux et un test ADN a été effectué. Le test coûtait environ 5 000 $ à l'époque et a prouvé que Bruce n'était pas le père. Pourtant, l'affaire a nui à son image publique. Il était perçu comme un père dévoué et ce scandale ne correspondait pas à cette image. Demi l'a soutenu, mais des rapports ont indiqué que cela avait exercé beaucoup de pression sur leur mariage. En 1999, Bruce a joué dans Sixième Sens, un thriller tranquille qui a surpris le monde entier. Il a joué le rôle d'un psychologue pour enfants nommé Malcolm Crowe et a été payé 14 millions de dollars. L'histoire avait une tournure que personne n'avait vu venir. Crowe était mort depuis le début. Le film a rapporté près de 673 millions de dollars dans le monde et a occupé la première place pendant 5 semaines. Il est devenu le deuxième plus grand film de 1999, juste derrière Star Wars, La menace fantôme. Bruce n'a pas obtenu de nomination aux Oscars, mais le rôle a donné un coup de pouce majeur à sa carrière. Il a gardé le secret de la tournure de l'histoire de presque tout le monde et a même improvisé des scènes pour rendre son personnage plus réel. En 2000, Bruce s'est de nouveau associé au réalisateur M. Night Shyamalan pour Incassable. Il a joué le rôle de David Dunn, un homme qui survit à un accident de train et réalise lentement qu'il pourrait être un super-héros dans la vraie vie. Le film a coûté la somme étonnante de 75 millions de dollars à produire, beaucoup plus que prévu, en partie parce que Bruce a gagné environ 20 millions de dollars et sa co-vedette Samuel L. Jackson a obtenu 10 millions de dollars. Même s'il a rapporté 248 millions de dollars, le budget important a causé des tensions avec Disney. Certains retournages ont fait grimper les coûts encore plus haut. Pourtant, le film a gagné une base de fans fidèles et est devenu plus tard une partie d'une trilogie. Mais à l'époque, le pari coûteux a presque mis fin à la carrière de Shyamalan. Avant même toute la gloire du cinéma, Bruce s'était essayé à la musique. En 1987, il a sorti un album intitulé The Return of Bruno. Il a joué un personnage nommé Bruno Radalini et a chanté des reprises de chansons classiques. Un morceau, Respect Yourself, a même atteint la 5e place du classement Billboard. Au Royaume-Uni, Under the Boardwalk a atteint la 2e place. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et a obtenu le statut d'or, mais les critiques l'ont détesté. Rolling Stone l'a qualifié de sourd et les gens s'en sont tellement moqués que Bruce a cessé de chanter professionnellement en 1989. Malgré cela, il s'est produit en direct lors de grands événements, comme Farm Aid, mais les critiques l'ont marqué émotionnellement. En 2001, Bruce a de nouveau fait les manchettes, cette fois à cause de rumeurs lors du tournage de Bandits. Il a joué aux côtés de Billy Bob Thornton et Cate Blanchett, et les tabloïds ont affirmé que Bruce et Cate avaient une liaison.
Les potins n'ont fait qu'empirer lorsque Ashton Kutcher, qui sortait avec une autre actrice sur le plateau, est devenu méfiant. Demi Moore a ensuite écrit à ce sujet dans ses mémoires de 2019. Bien que Blanchett ait plus tard qualifié tout cela de mensonge, le drame a presque ruiné la promotion du film. Bandit n'a rapporté que 67 millions de dollars, ne parvenant pas à couvrir son budget de 75 millions de dollars. L'année suivante, en 2002, Bruce a fait face à un flop majeur avec Le Verdict des armes. Il a joué le rôle d'un colonel dans un camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Le film a coûté 70 millions de dollars, mais n'a rapporté que 32 millions de dollars dans le monde. MGM a perdu plus de 50 millions de dollars et leurs actions ont chuté. Bruce avait été payé 15 millions de dollars pour le rôle, mais il a admis plus tard que l'expérience l'avait amené à remettre en question sa carrière. Il a suivi une thérapie et a pris une pause des grands films. En 2007, Bruce Willis a ramené John McClane à la vie dans Die Hard 4. Retour en enfer. Cette fois, il était confronté à des cyberterroristes. Et malgré le passage à une classification PG-13, le film a explosé au box-office avec 383 millions de dollars dans le monde. Mais dans les coulisses, les choses n'étaient pas si simples. Pendant une course-poursuite à grande vitesse, une cascade a mal tourné et Willis s'est cogné la tête assez fort pour avoir une commotion cérébrale. Ce n'était pas non plus son premier contact avec le danger sur le plateau. Dans le Die Hard original, il avait failli être tué par l'une des explosions et avait perdu l'ouïe de son oreille gauche à cause des coups de feu. Même pendant les scènes intenses, sa co-vedette Justin Long a gardé les choses légères en faisant des farces, comme glisser de la bouillie d'avoine sur le siège de Willis. Réalisé par Len Wiseman, le film a rapporté plus de 134 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis. À peine un an plus tôt, en 2006, Willis a opéré un changement surprenant. Au lieu de balles et de sang, il a fait la voix d'un raton laveur bavard nommé G dans Nos voisins les hommes, un dessin animé familial sur des animaux affamés envahissant la banlieue. C'était totalement inattendu, mais il l'a si bien réussi que le film a rapporté 339 millions de dollars dans le monde. Il aurait gagné 5 millions de dollars juste pour avoir prêté sa voix. Sorti le 19 mai, il s'est avéré être un succès amusant avec des co-stars comme Gary Shandling et Wanda Sykes donnant vie à la Forrest Gang. Bruce a rendu RJ rusé et hilarant. Un raton laveur incitant ses amis à l'aider à rembourser une dette à un ours. C'était l'une des rares fois où les fans ont pu l'entendre dans un film pour enfants, montrant une facette différente de lui au sommet de sa carrière. Puis, en 2010, il a joué Frank Moses, un agent de la CIA à la retraite dans Red. C'était un film drôle et à indice d'octane élevé qui a fini par rapporter près de 200 millions de dollars dans le monde. Le casting était rempli de légendes. Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren et leur alchimie était électrique. Mais dans les coulisses, ce n'était pas que des rires. Willis était épuisé et ses sautes d'humeur sur le plateau auraient conduit à des moments de tension avec l'équipe. Malgré tout, les critiques ont adoré le film. Une suite en 2013 a ajouté 148 millions de dollars supplémentaires, bien que beaucoup aient estimé qu'elle ne capturait pas tout à fait la même magie. Malgré cela, Red a rappelé à tout le monde pourquoi Willis était toujours un poids lourd de l'action, même si les années commençaient à se faire sentir. La même année, il est apparu brièvement dans The Expendables, unité spéciale, partageant l'écran avec Stallone et Schwarzenegger. C'était une équipe de rêve pour les fans d'action. Mais en 2013, le drame a frappé. Willis s'est vu offrir 3 millions de dollars pour 4 jours de travail sur Expendables 3, mais a exigé 4 millions de dollars. Stallone ne l'a pas pris à la légère. Il l'a publiquement traité d'avare et de paresseux. En moins de 72 heures, Harrison Ford a été choisi pour le remplacer. Les retombées ont fait les manchettes. Pourtant, le film original avait rapporté 274 millions de dollars en 2010. Et même si le rôle de Willis était petit, il était inoubliable.
Ironiquement, son autre film de 2013, Red 2, a rapporté 80 millions de dollars, ce qui montre que la soi-disant avidité n'était peut-être qu'une négociation. Mais le mal était fait. En 2015, les choses avaient changé. Willis apparaissait dans une vague de films d'action à petit budget, sortis directement en vidéo. L'un d'eux était Vice, où il jouait le propriétaire d'un complexe rempli d'androïdes réalistes. Il a essayé d'être futuriste comme Blade Runner, mais les critiques l'ont détesté. Sorti en janvier, il a à peine fait des vagues, et les critiques l'ont démoli pour être ennuyeux et paresseux. Dans les coulisses, les gens ont commencé à remarquer qu'il faisait jusqu'à 5 de ces types de films par an. Les performances semblaient creuses, son étincelle s'estompait. Et lorsque sa famille a révélé en 2022 qu'il luttait contre l'aphasie, une affection cérébrale affectant le langage, cela a pris tout son sens. Ses rôles n'étaient pas des projets passionnels, c'étaient des signaux. Quelque chose n'allait pas. Mais en dehors des films, la vie avait ses propres rebondissements. En 2009, il a surpris tout le monde en épousant le mannequin britannique Emma Heming. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt sur le plateau de Perfect Stranger. Et même s'il y avait un écart d'âge de 24 ans, il avait 54 ans, elle en avait 30. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à son domicile de Turks et Caicos le 21 mars. Demi Moore et leur fille étaient là. Quelques jours plus tard, ils ont officialisé la situation à Beverly Hills. 10 ans plus tard, ils sont retournés sur cette même plage pour renouveler leurs vœux. Cette fois, avec leurs 5 filles qui regardaient. C'était paisible, magnifique et une seconde chance à quelque chose de stable. Leur paix a été brisée en 2015 lorsque des intrus ont tenté de s'introduire dans leur ranch de l'Idaho. L'effraction a été stoppée, mais c'était terrifiant. La sécurité a été renforcée immédiatement. Portails, caméras, gardes armés coûtant environ $1,5 million chaque année. Ce qui a rendu la situation pire, c'est que l'un des hommes a été arrêté avec des photos personnelles de la famille Willis. Ce n'était pas aléatoire, c'était ciblé. Willis, connu pour être inébranlable à l'écran, a suivi une formation de défense privée après cela. Leur ranch isolé est devenu plus comme une forteresse. La gloire, il semblait, avait un prix. Les aspects les plus sombres de sa vie ne se sont pas arrêtés là. En 1989, alors qu'il était au sommet de sa gloire avec Clair de Lune, Willis a été arrêté à son domicile de Hollywood Hills. Il avait bu, et lorsque la police est arrivée à une fête bruyante, il a bousculé l'un d'eux. Il était torse nu, ivre, et s'est reblessé une clavicule qu'il s'était cassée en skiant. Les accusations ont été abandonnées après des travaux d'intérêt général, mais ce fut un signal d'alarme. Des années plus tard, dans ses mémoires de 2018, il s'est ouvert sur ses luttes contre l'alcool, révélant des pertes de connaissances et des bagarres dans les bars. Il a attribué aux alcooliques anonymes le mérite d'avoir changé sa vie. Ce qui a choqué les fans, c'est à quel point tout cela avait été caché derrière sa présence cool et confiante à l'écran. Puis, en 2020, pendant les confinements liés à la COVID, Bruce a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il s'était mis en quarantaine avec Demi Moore et leurs 3 filles adultes chez elles dans l'Idaho. Emma est restée à Los Angeles avec leur fille plus jeune après qu'un accident dans un parc ait laissé la petite Evelyn avec une blessure au pied. Pendant des semaines, Bruce et son ex-femme ont vécu à nouveau ensemble, jouant à des jeux, portant des pyjamas assortis, publiant des photos de famille. C'était surréaliste. Le monde était sur les nerfs. Pourtant, les voilà, montrant que l'amour ne se termine pas toujours avec le divorce. Même Emma a laissé de gentils commentaires sur leurs photos. Lorsque Bruce est finalement rentré chez lui, c'était déjà devenu l'un des moments les plus viraux de la pandémie. En mars 2022, tout a changé. Sa famille a publié une déclaration disant que Bruce avait été diagnostiqué avec une aphasie et qu'il se retirait immédiatement du métier d'acteur. Il avait 67 ans. La nouvelle a frappé fort.
Soudain, toutes ces étranges performances dans des films récents ont pris tout leur sens. Il avait des difficultés avec la parole, s'appuyant parfois sur des oreillettes ou même des doublures. Certains réalisateurs ont dû tourner autour de sa confusion. Pour un acteur qui avait autrefois commandé l'écran avec juste un regard, c'était déchirant. En février 2023, les choses ont empiré. Les médecins ont confirmé que cela avait progressé en démence frontotemporale, une maladie rare et incurable qui dépouille lentement la personnalité, le langage et la mobilité. Emma a dit plus tard qu'elle pensait qu'il était juste devenu distant. Mais ce n'était pas lui, c'était la maladie. Son charme, autrefois vif, a commencé à s'estomper. Ses mouvements ont ralenti, il parlait à peine. Le 15 août 2025, Bruce a emménagé dans une maison de soins spéciaux non loin de sa famille, mais plus dans leur maison principale. Emma a dit que c'était la décision la plus difficile de sa vie. Leurs filles, Mabel et Evelyn, n'avaient que 13 et 11 ans. L'empêcher de voir le pire est devenu sa priorité. La nouvelle maison avait du personnel 24h/24 et 7G7 et coûtait plus de 200 000 $ par an. Pourtant, la famille lui rendait souvent visite, partageant des repas et des rires quand ils le pouvaient. Mais Emma a admis qu'elle avait l'impression que leur monde s'était brisé. Au milieu de l'année 2025, Bruce ne pouvait plus parler. L'homme qui autrefois criait ses répliques par-dessus les explosions dans Piège de cristal communiquait maintenant avec des gestes et des expressions rares. Et pourtant, parfois, juste parfois, il riait. Ce même rire sonore est incomparable. Ou il entendait une chanson de son album de 1987, The Return of Bruno, et quelque chose s'allumait dans ses yeux. Ces moments, seulement quelques-uns chaque semaine, étaient inestimables. Mais ils étaient aussi un rappel. L'une des plus grandes voix d'Hollywood s'était tue.